Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve pour ce qui sera normalement la deuxième vidéo point lecture de ce mois de janvier. Sauf s'il y a décalage dans les vidéos parce que je vais encore faire ma vidéo des sorties de février 2025. Merci pour l'accueil d'ailleurs que vous avez fait à la vidéo des sorties de janvier 2025. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. J'ai dû la refaire une deuxième fois parce que j'avais effacé par erreur évidemment. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. N'hésitez pas à voir non plus la vidéo, la toute première vidéo de 2025 parce que j'ai oublié de la mettre en première. Enfin bref, j'ai cafouillé. Donc je me suis dit, elle va passer complètement inaperçue. Donc bon, ça fait, on se dit, bon, je vais tourner la vidéo pour, bon voilà. J'espère qu'il y aura quand même des gens qui la verront. Et puis bah, sinon, je vous retrouve pour vous faire le petit point lecture de, voilà, des livres qui sont ici. Je prends la pause pour la miniature, oui, je vous aime. C'est pratique de faire des petites miniatures comme ça. Je vais commencer avec... Alors, c'est pas mal d'auto-édité d'ailleurs, à part un, mais les autres sont... Voilà, par un, mais sinon les autres sont des auto-édités. Ce sont tous des services presse aussi. Alors, je commence avec Le jour où je serai orphelin de Christine Adamo. L'autrice m'avait contacté pour m'envoyer voilà, les 2 tomes de cette série. On va suivre un petit garçon, Tom. On ne sait pas trop quel âge il a, je dirais dans les 8 ans, entre 8 et 10 ans. C'est un enfant qui a un QI assez élevé. On est tout le temps dans sa tête. Alors, on sent qu'évidemment que c'est un enfant très intelligent, mais il a aussi des propos assez enfantins. Il a parfois des regards sur le monde des adultes qui prêtent à sourire, puisque nous, on comprend ce qui se passe, lui, pas forcément, mais il a quand même une compréhension très, très importante des choses, de ce qui se passe autour de lui. Ce petit garçon, il vit avec sa mère. Ses parents sont séparés. Alors, on devine qu'il y a eu un drame qui les a séparés. Il vit avec sa mère, avec le chat de sa mère et beaucoup avec son grand-père maternel, qu'il n'aime pas du tout. D'ailleurs, le grand-père maternel, c'est une catastrophe. Ce gars, c'est une horreur. Il n'a rien de maternel pour le coup, ni de paternel, ni quoi que ce soit, aussi bien pour sa fille que pour son petit-fils. Sa mère est quelqu'un de... Voilà, elle a un métier assez prenant, mais elle n'est pas non plus hyper affectueuse. Il n'aime pas le chat non plus. Et Tom, son problème, c'est qu'il aimerait vivre avec son père qui vit dans les Vosges. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est les Vosges. Ça doit être les Vosges, c'est pas noté, mais voilà. Dans les Vosges, donc un véritable coin de nature, avec un chien qu'il adore. Il adore son père. Son père est écossais. Écossais ou anglais, ça doit être écossais. De temps en temps, il voit sa grand-mère côté paternel, qui est une femme adorable aussi. Donc, on comprend que ce petit garçon ait envie de, voilà, de vivre avec son père, plutôt que de vivre à Paris dans un appartement avec une mère qui n'est pas très présente, pas très affectueuse, et un grand-père qui est plutôt un sale con pour dire les choses comme elles sont. Voilà. Et il va mettre en place un plan assez diabolique pour pouvoir parvenir à ses fins et vivre avec son père. Donc ça, c'est la première partie où il est encore enfant. J'ai vu pas mal de retours sur ce roman parce que beaucoup de gens ont trouvé très terrifiant Tom et ce qu'il faisait. Moi, je suis en fait effectivement entre l'effrayement, l'humour par moment parce que voilà le regard innocent qu'il pose sur les adultes fait sourire et en même temps de l'empathie parce que bah, il souffre en fait, il souffre. Il est pas bien, il reçoit pas d'amour, donc on peut comprendre aussi qu'il ait davantage envie de faire, enfin, d'aller vivre avec son père. Après, ça n'excuse pas ce qu'il fait, mais c'était vraiment super intéressant d'être dans la tête de ce petit garçon. Je trouve que l'autrice a vraiment bien su se mettre dans la tête de cet enfant. Puis c'est pas, voilà, c'est pas qu'un enfant, c'est un enfant surdoué, donc évidemment, il a parfois des attitudes, des propos d'adultes. Mais du coup, ça fait pas trop décalé puisque c'est un enfant surdoué, tout en gardant effectivement un regard très enfantin et innocent, voire naïf sur certaines choses. Voilà, j'ai oscillé, voilà, c'est assez effrayant, on est dans un roman noir quand même, mais en même temps, je comprends ce petit garçon, je comprends aussi la maman, parce qu'effectivement, elle a vécu un drame, son père, je dis, le grand-père maternel, non, ça là, c'est absolument pas passé, il est abominable ce personnage, et voilà, mais avec un père pareil, on comprend aussi qu'elle manque peut-être un peu d'affection aussi envers son fils, avec le drame qu'elle a vécu, que ce soit très compliqué.
qui a un gros poids de culpabilité aussi. Voilà, j'ai aussi de l'empathie pour la mère parce que oui, elle fait peut-être pas tout ce qu'il faut, mais elle n'a pas forcément une vie facile non plus. C'est voilà, alors c'est ouais, beaucoup de gens ont été effrayés par Tom. Moi voilà, pour moi ça reste un enfant malgré tout. Alors à voir la suite, j'ai pas encore lu ce que ça va donner parce qu'on va le retrouver plus grand, pré-ado ou ado, voir ce que ça va donner et quels vont être mes ressentis sur la suite. Ensuite, je suis repartie vers un peu plus de fantastique avec la boutique des choses inavouables de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir, dont je suis en partenariat avec eux sur 2024-2025. Je pense qu'ils vont relancer bientôt les demandes de partenariat. Donc là, on a en mot-clé Japon, moralité, rédemption, avec ce côté vraiment très japonais, je trouve. Ça fait un peu manga avec le personnage. Alors, la couverture fait toute douce, mais il y a des choses quand même assez effrayantes dans ce roman. On est dans la boutique de Monsieur Kishino. Voilà, c'est une boutique qui est située au fin fond d'une impasse. Et puis, bon, lui tient cette boutique. Il est aidé par un jeune homme qui ne parle pas et par une jeune fille un peu étrange qui a l'air de passer tout son temps là alors qu'elle devrait être à l'école. Et au Japon, il y a une surveillance très, quand même, assez accentuée sur l'absentéisme à l'école, au collège. Je ne sais plus si elle est collégienne ou lycéenne. Voilà, mais elle est là, elle a un look un peu particulier, elle a les cheveux décolorés, elle porte un uniforme mais ancien, enfin, comme portent les collégiennes japonaises, sauf que le sien n'est plus à la mode. Bon, je dis tout ça parce que ça a une importance pour la suite du roman. Et ils attendent les clients et on voit les premiers clients qui arrivent et qui demandent des choses effectivement assez particulières, vous en doutez bien. Ils ne sont pas là pour venir chercher un tire-bouchon ou un paquet de mouchoirs. C'est voilà, de l'ordre de la vengeance, du regret, du chagrin, de l'amour, du désespoir. Voilà, c'est pour toutes ces choses pour lesquelles on n'a pas de solution, où on se sent acculé, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc les gens sont comme attirés par cette boutique. Et dans le même temps, on va avoir des flashbacks, on va suivre Monsieur Kishino, justement, comment il est arrivé dans cette boutique. Voilà. Et là, on plonge vraiment déjà avec les demandes des clients et puis avec le passé de Monsieur Kishino, voilà, on va vraiment découvrir des choses très étranges, très mystérieuses, de l'ordre du fantastique. On va découvrir aussi l'histoire voilà, de ces deux jeunes gens qui l'aident. On va suivre une autre jeune fille qui vient régulièrement dans la boutique, mais qui ne demande jamais rien. On se dit, mais pourquoi vient-elle là que veut monsieur... Parce qu'on se rend compte que Monsieur Kishino, en fait, tout est calculé chez lui. Tout est prévu, calculé. Il fait tout ça pour arriver à quelque chose. On ne sait pas trop quoi, on le devine au fur et à mesure de la lecture, mais on ne sait pas trop où ça va. La maison elle-même semble vivante. Il y a d'ailleurs un arbre qui pousse à l'intérieur, pas à l'intérieur, mais dans le sous-sol de la maison. Déjà, on se dit, mais comment un arbre peut pousser dans un sous-sol et à l'intérieur d'une maison alors qu'il n'a aucune luminosité, il n'a pas d'eau ni rien, c'est assez étrange. Bon, tout est expliqué. Donc, on est dans cette ambiance à la fois réaliste, fantastique, très étrange, avec beaucoup de références aussi au folklore japonais, à des démons japonais. Je vous assure, il y en a, c'est pas piquer des vers. Hein. C'est à la fois horrible et il y en a, on se dit, mais comment ils ont été imaginés des démons pareils. Vous penserez à moi si vous le lisez. Il y a des trucs... Ouais, c'est vraiment... On voit la différence culturelle quand même. C'est marrant, hein, voilà, c'est bizarre d'inventer des démons, des sortes de fantômes, des esprits comme ça. Et voilà, je pense que ça, voilà, ça revient aussi à la différence de culture. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'ambiance. Il y a un côté assez poétique malgré tout. Et en même temps, il y a un petit côté horrifique, il y a un côté très mystérieux, il y a des plot twists que j'ai pas vu arriver. Enfin, on a des révélations sur les deux personnes qui tiennent le magasin avec Monsieur Kishino, sur Monsieur Kishino lui-même, sur cette jeune fille qui vient régulièrement dans ce magasin, qui est... elle ressent plus rien en fait, elle a plus d'émotion, on voit que la situation familiale est pas très top, et on va la découvrir petit à petit aussi, et c'était vraiment super bien fait. C'est très inattendu. Je l'ai lu en lecture commune avec Gabi des Chroniques livresques.
sur Bookstagram. On s'échangeait entre deux, tout ça. Bon, des fois, avec les démons, on se dit, mais waouh, comment on peut inventer des démons pareils? Et les plot twists aussi nous ont laissé, waouh, mais vraiment, vraiment très surprise, quoi. Mais c'était tout, en fait, tout se recoupe à la fin et tout se comprend et tout a un lien, mais un lien, des liens auxquels je n'aurais pas pensé. Et c'est extrêmement bien fait. J'ai adoré. J'avais lu de cette autrice aussi, La fille qui tressait les nuages. Alors, le truc, je sais pas si elle a... Au début de La fille qui tressait les nuages, je sais pas si... Oui, il y a un truc que j'ai deviné tout de suite. Je sais pas si c'était fait pour être deviné tout de suite ou pas. Mais voilà, mais en tout cas, je l'avais perçu tout de suite. Par contre, la fin avait quelque chose de très effrayant aussi, hein. C'est pour deux raisons, hein, voilà, pour une histoire de malédiction, mais aussi pour ce qui arrive à l'un des personnages. Enfin, voilà, on a l'impression d'être voilà, on est dans la réalité, dans un monde, un peu ce côté japonais, comme on l'imagine, comme on l'idéalise, voilà, très doux, les gens sont très polis, ou voilà, c'est comme la façon dont on l'idéalise, hein, voilà, où on prend son temps, on met des heures à faire sa cérémonie du thé, voilà, et en même temps, il y a l'horreur et il y a aussi ce qui arrive dans les familles, des choses qui peuvent nous arriver à nous. Alors bien sûr, il y a aussi les démons qui demandent des choses, mais c'est surtout des gens de tous les jours qui rentrent dans cette boutique et voilà, qui ont parfois des sombres secrets à cacher, mais qui parfois ont des demandes tellement humaines. Quand on arrive à certains points où on est acculé, on est désespéré, effectivement, quand ce genre de boutique existe, je pense qu'on aurait tous tendance à y aller. En tout cas, je vous conseille, enfin, les éditions du Chat Noir, je vous conseille d'une façon générale parce qu'ils ont vraiment des livres qui sortent de l'ordinaire et qui sont souvent très... Voilà, il y a toujours un peu un côté poétique aussi et mélancolique voilà, dans ceux qui sont un peu plus orientés vers le gothique. Mais vraiment, c'est une maison d'édition que j'adore. C'est vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Et en ce moment, ils sont en train de faire des soldes d'ailleurs sur leur site, sur les livres papier en plus, pas sur les e-books. Je vous pose ça. Là, ça peut... Voilà, si vous voulez découvrir la maison d'édition, c'est le moment. J'ai lu aussi, je suis retournée là par contre dans de l'Heroic Fantasy Young Adult avec le pendentif lisbarien, premier extrait des légendes des trois provinces de Nat Daniel. L'autrice m'avait aussi contacté pour me le proposer, je l'avais vu passer sur Booksta. Elle vient de m'envoyer le second tome d'ailleurs, je la remercie. On est voilà, dans de l'Heroic Fantasy Young Adult, on va suivre Catel. Alors Catel, elle a une situation familiale un peu particulière. Alors déjà le prologue et voilà, on est tout de suite mis dans l'ambiance parce que elle se retrouve dans un souterrain, seule, dans le noir, et on sait qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé et ça s'arrête quasiment là et on retourne dans le passé pour voir ce qui l'a amené à cette situation. Et en fait, elle arrive dans une école pas pour devenir mage à la base, c'est pour rentrer dans une école assez prestigieuse. Alors à la base, elle vivait dans un petit village avec sa mère qui a des dons de guérisseuse grâce aux plantes. Elle, le Catel, manifestement, n'a pas de dons, en tout cas, elles ne se sont pas encore développées. Or, elle rêverait d'être mage, donc elle vivait avec sa mère et son frère et son père. Son père est décédé et les lois sont quand même assez dures dans ce monde. Les femmes ont très peu de droits. Et sa mère était obligée, au bout de 3 ans, de se remarier avec un homme choisi par le temple, qui a un rôle très important dans ce royaume, qui est tout puissant. Voilà, vous avez le roi, l'empereur, et ensuite vous avez la grande mage et le temple et tous ces mages qui décident de tout. Donc sa mère a été obligée de se remarier. Bon, je pense qu'elle fait contre... voilà, comment on dit, contre... mauvaise fortune, bon cœur, bon, je sais plus, bref. Voilà, donc elle a accepté la situation. Et Catel, ça lui permet, comme son beau-père, enfin, elle doit l'appeler papa et tout, considéré comme son père, en sachant c'est déjà une ado quand même, elle a 15 ou 16 ans, je sais plus au début du livre. Comme son père va être nommé chef des gardes du palais, c'est voilà, une très grosse promotion, elle est envoyée dans l'école du royaume. Là, elle va faire la connaissance avec d'autres jeunes filles de l'école et elle va surtout se lier d'amitié avec l'une d'entre elles, qui fait partie, ses parents font partie de la Ligue des marchands.
C'est très sympa d'ailleurs cette ligue de marchands parce qu'ils travaillent énormément avec des gnomes, pardon. Et du coup, on voit beaucoup les gnomes. Et pour une fois, on a un autre regard sur les gnomes. On a un regard. Alors, il y en a qui sont rigolos, mais ils sont surtout voilà, de très bons marchands, des gens bienveillants. Euh, voilà, c'est un peuple qu'on a envie de connaître davantage, qui apparaît plus vers le milieu, la fin du livre, mais voilà, c'est vraiment ça. Voilà, il n'y a pas le côté un peu maléfique qu'on peut retrouver chez les gnomes ou complètement ridicule. Là, non, ils sont voilà, certains sont très sérieux, certains n'ont pas l'air très abordables, d'autres ont l'air très sympathiques. Voilà, ils sont peut-être même mieux que les humains, c'est-à-dire qu'ils sont bienveillants, accueillants, ils font des affaires avec les humains. Les humains les respectent, d'ailleurs, ceux qui travaillent avec eux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce regard sur les gnomes qui change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc voilà, on va suivre Catel. Alors Catel, comme elle est quand même assez jeune, qu'elle a vécu quand même une enfance et une préadolescence protégée, à part le fait qu'elle peut pas piffrer son beau-père, elle a un regard assez innocent, voire naïf sur le monde. Et petit à petit, elle va ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il y a des choses un peu étranges dans ce royaume. Elle va avoir l'occasion de rencontrer la grande mage qui va lui proposer d'intégrer l'école de mage et de faire d'elle une mage. Donc elle va avoir un professeur. Dans le même temps, on apprend un petit peu plus sur l'histoire de ce royaume. Il y a eu un roi qui a été renversé, il y a des mages qui ont trahi, d'autres qui n'ont pas aidé. Donc on sent qu'il y a une division. Voilà, il y a une division entre plusieurs au sein de la même famille pour être à la tête du royaume, qu'il y a eu des divisions au sein des mages les plus puissants de ce royaume. Et voilà, et Catel va être propulsée là-dedans. J'ai beaucoup aimé la suivre en fait parce que voilà, on a ce regard innocent sur le monde qui l'entoure et petit à petit, elle va découvrir des choses et faire face à des épreuves quand même assez dures. C'était prenant, ça se lit franchement très bien, c'était très fluide. Ça a été une bonne lecture. J'espère pouvoir lire le 2 quand même assez rapidement pour pas oublier trop de choses. Mais c'était, voilà, ça reste du young adulte, hein, donc vous attendez pas à un world building hyper développé, mais c'était intéressant et on découvre au fur et à mesure avec l'héroïne et c'est vraiment ça que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce roman. Ensuite, toujours en auto-édité, j'ai reçu le tome 1 de Liber Genesis, Initium, de Clara M. Lange. Alors, tout en bas, c'est marqué « Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Alors, c'est tiré de la Genèse de la Bible. Il y a un beau reflet dans je ne sais pas si vous voyez bien, la couverture est très travaillée. Un des symboles, là, on voit un caducée, mais il y a ces étranges figures à côté. On va suivre, alors c'est un tome 1, Lali, qui a 15 ans aussi, je crois. Ou elle est au lycée un petit peu plus vieille, bon, je ne sais plus exactement l'âge. C'est pareil, elle vit voilà, une vie assez confortable auprès de ses parents. Son père est écrivain, il est d'origine française, mais il vit aux États-Unis. Il y a un moment, elle va aussi aller rencontrer elle les voit régulièrement, mais il y a tout un passage avec ses grands-parents côté paternel en France. Et le problème, c'est qu'elle a un petit ami, elle a des bonnes copines, mais jusqu'au jour où elle commence à avoir des gros troubles du sommeil, c'est-à-dire qu'elle rêve qu'elle est attaquée dans son sommeil. Or, quand elle se réveille, elle porte bien des ecchymoses sur le corps. Alors, la médecine ne sait pas trop quoi faire face à ça. Il pense à une paralysie du sommeil, mais c'est quand même bizarre qu'elle ait autant d'ecchymoses. Donc, il lui conseille évidemment des médicaments, notamment des anxiolytiques. Pardon. Et le problème, c'est que les anxiolytiques, oui, ça lui permet de dormir et de plus faire ses cauchemars, mais ça l'assomme complètement dans la journée et elle ne peut plus vivre la vie qu'elle veut. Notamment, elle adore faire de l'équitation. C'est un peu compliqué quand vous êtes complètement à l'ouest et vous avez du mal à garder les yeux ouverts. Et elle va faire aussi la rencontre d'un jeune homme qui arrive dans son école, Joel Christensen, qui est assez mystérieux. Et elle va aussi passer un séjour chez ses grands-parents côté paternel. Et il va se passer des choses assez étranges, notamment avec sa grand-mère, qui lui offre un talisman. Et c'est vrai que ce talisman l'aide aussi pour repousser
les démons qui viennent la hanter la nuit, et elle finit par se poser des questions, c'est pas se dire c'est pas normal, il y a quelque chose de l'ordre de l'étrange et de l'extraordinaire dans ce que je vis, enfin, pas dans l'extraordinaire dans le côté positif, mais plutôt négatif. Je ne vais pas vous en dire trop, sinon ce serait spoiler le livre. Donc évidemment, vous vous doutez qu'il y a, voilà, il y a une grande... Voilà, tout ça est dû au surnaturel, à du fantastique. Et il y a bien quelque chose qui la hante la nuit, qui essaie de l'attraper. On va comprendre pourquoi. On va comprendre aussi par le biais de ce mystérieux garçon, Joël, pourquoi elle est hantée comme ça. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'on aborde une mythologie on commence à en parler un petit peu plus de cette mythologie dans les livres, mais elle n'est pas hyper connue, on l'étudie, enfin moi je ne l'ai pas étudiée à l'école, c'est la mythologie sumérienne. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir déjà quelques bribes de la mythologie sumérienne, d'avoir une initiation quelque part aussi à la mythologie sumérienne. En plus, à la fin, l'autrice a mis des notes justement dans les légendes sumériennes. Donc ça, c'était, voilà, vous avez les noms Nibiru pour commencer. Donc c'était intéressant. Donc elle mélange, voilà. Pareil, on part avec du young adulte, avec du fan. Alors, il y a aussi un côté relation. On parle de relations toxiques aussi. Là, pour le coup, on est plus dans du réalisme. Et comment on peut se retrouver dans une relation toxique et pas chercher à s'en sortir, à trouver des excuses à l'autre. Ça, c'était super intéressant aussi. Il y a le côté fantastique avec ces attaques nocturnes dont est victime Lali, ce mystérieux jeune homme. Et puis, il y a tout le côté légende sumérienne. Et là, ça va quand même assez loin. Je ne veux pas vous en dire plus, sinon ce serait spoiler le livre et ce serait dommage. Donc il y a une bonne part de romance quand même dans ce livre. Hein. Si vous n'aimez pas trop la romance, sachez qu'elle est quand même assez importante, qu'elle est assez présente, surtout dans la seconde moitié du livre. Et mais il y a, voilà, moi ce qui m'a passionné, c'est savoir ce qui hantait Lali, pourquoi elle subissait ça, et le lien avec la mythologie sumérienne tout simplement. Du coup, c'était passionnant d'en découvrir un petit peu plus sur la mythologie sumérienne, de voir comment l'autrice amenait ça. Et bien sûr, ça finit sur un cliffhanger, donc voilà, à suivre. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo avec les sagas que j'ai commencé. Enfin, pas qu'une vidéo, il va y en avoir plusieurs, je le sens. C'est obligé. Toujours là, on repart à nouveau plus dans de l'héroïque fantasy, enfin ouais, héroïque fantasy, bon fantastique puisque ça se passe, alors je dis pas de bêtises, en 652 avant JC, avant JC, avant Jésus-Christ ou avant notre ère, avant JC, Jean-Claude Van Damme. C'est, mais c'est marqué avant JC. Alors moi je lis bêtement avant JC. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. On est sur les terres celtes chez les Arvernes. Hein. Alors si vous avez lu Astérix et Obélix, vous avez le bouclier Arverne en tête. Alors c'est Athanor, la légende de l'oiseau tonnerre de Thierry Joubert. Voilà, donc on va avoir un mélange de mythologie celte, gréco-romaine. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs. On voit les différents personnages, puis on voit l'oiseau tonnerre. Alors sur le coup, j'ai eu un peu peur parce que l'histoire est amenée un peu comme dans les récits anciens. C'est-à-dire qu'autrefois, il n'y avait pas, notamment chez les Celtes, hein, chez les Gaulois, et d'autres peuples issus des Celtes, ils n'avaient pas de tradition écrite, mais tout était à l'oral. Et l'auteur est parti de ça pour écrire son récit. En fait, nous avons ce personnage qui est un mage, qui va nous raconter l'histoire d'Athanor, l'histoire de l'oiseau tonnerre. Et ça ressemble un petit peu, ça m'a fait penser au Chant des géants de David Brie, parce que c'est pareil, on a ce côté, venez, je suis un conteur, venez autour de moi et je vais vous raconter cette histoire. Et c'est pas un exercice facile, je trouve, parce que ça peut vite être casse-gueule, parce qu'on parle d'une tradition qui est assez orale pour passer à l'écrit. Et là, on va suivre effectivement ce sage celte qui va nous raconter l'histoire d'Athanor, qui était censé veiller avec sa compagne sur des aigles, sur l'oiseau tonnerre. Et malheureusement, ils vont être attaqués. Alors, on ne sait pas trop par qui au début. Et Athanor, pour se venger, part avec plusieurs guerriers et avec le sage qui est ici pour se venger, mais aussi pour retrouver l'oiseau tonnerre.
Du coup, on a plusieurs mythologies dans ce roman. Il y a de la mythologie celte, il y a de la mythologie gréco-romaine. On retrouve notre bon vieux Hadès notamment, mais pas que lui. Parce qu'on parle beaucoup d'Hadès et Perséphone. Mais alors c'est surtout Hadès. Je sais même plus si on voit Perséphone, pas sûr. Mais voilà, on a d'autres dieux grecs. Et puis on a surtout un voyage assez long. On a vraiment une épopée épique. On suit à travers les terres cimériennes, à travers les terres des Scythes, voilà, des peuples qui n'existent plus que dans les livres d'histoire maintenant. Et c'est intéressant de suivre aussi la rencontre avec ces peuples, de les voir aussi se battre entre eux. Donc il y a pas mal de passages quand même de bataille. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, j'étais de plus en plus prise dedans. Je m'attachais de plus en plus aux personnages. Je vous dis, au début, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, oh là là, c'est pas évident cet exercice voilà, de vouloir faire comme si on était dans un récit à l'oral. J'avais peur de maladresse et tout, et en fait j'ai vraiment été happée par ma lecture. Plus j'avançais, plus j'étais prise dedans, et plus je m'attachais aux personnages et aux personnages secondaires qui rejoignaient après le groupe des Celtes partis en quête. Voilà, c'était vraiment, je trouve, très bien amené. Je vous conseille d'aller voir le compte aussi de l'auteur sur Instagram, parce qu'il fait des réels ou des arts esthétiques, enfin des vidéos, des book trailers. En fait, là, il a fait le trailer d'un prochain roman qu'il voudrait écrire, et ouah, c'est super bien fait. Alors, c'est fait avec des IA, mais c'est quand même travaillé. Je veux dire, il n'a pas pris, il a dû les faire lui-même quand même. C'est super bien fait, puisqu'on va retrouver des personnages secondaires qu'on voit dans ce... L'histoire est terminée. Avec celui-là, vous pouvez lire que cette histoire. Mais si vous voulez continuer l'aventure, il y aura un tome 2, un tome 3, où on retrouvera des personnages qui sont secondaires dans celui-ci, qui jouent quand même un rôle assez important, mais qu'on voit plus vers la fin ou au milieu du roman. Et qu'on va retrouver dans d'autres volumes. Et j'ai hâte, parce que je suis curieuse de connaître l'histoire aussi de ces autres personnages, d'autant qu'ils appartiennent à des peuples autres que le peuple celte. Donc j'ai hâte de voir aussi quelle est leur façon de vivre, voilà, de me retrouver plongée dans cette époque, avant notre ère. Et voilà, et avec ouais, ce côté celtique, ce côté... voilà, tradition orale, conte, voilà, on a l'impression d'être un peu voilà, au coin du feu avec un conteur à l'ancienne qui va vous dire une histoire, et j'aime beaucoup ce genre de récit, même si je trouve que c'est pas évident, je trouve, à écrire. Et là, franchement, c'est bien réussi. Donc, bravo à l'auteur d'avoir réussi à rendre ce roman aussi prenant, et à rendre ces personnages surtout vraiment très attachants. Donc, je vois que j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais en profiter pour vous parler d'autres livres. Celui-ci, il est sorti tout récemment, Snow Globe de So Young Park aux éditions Nathan, que j'avais reçu en service presse aussi dans une belle box. C'est une dystopie coréenne qui apparemment a eu des prix en Corée, qui a très très bien marché. Alors, encore une fois, on est dans du young adulte, donc vous attendez pas encore une fois à un world building hyper développé. Mais par contre, c'est un véritable page turner. C'est très 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 addictif. Je l'ai dévoré. Ça se lit tout seul. Oui, ça se dévore. Par contre, ouais, c'est encore un tome 1, donc... même s'il y a plus ou moins une fin, bon, ça reste un tome 1. Nous sommes dans une dystopie, nous sommes dans le futur, et en Corée, et le froid a complètement recouvert le monde. Donc les gens qui vivent là vivent très difficilement, puisqu'il fait un froid bien en dessous des 0 degrés. Donc ils essaient de survivre, ils vivent à plusieurs dans la même maison, enfin en famille. L'héroïne Shoban, elle a 16 ans. Et notamment, leur vie, c'est la sienne, celle de son frère, celle de sa mère. Son père est décédé. Ils vont, ce qu'ils appellent, à la centrale électrique. Et comme des hamsters, ils doivent marcher dans une roue pour produire de l'électricité. Voilà de quoi est fait leur quotidien, voire même courir. Et le seul divertissement qu'ils ont dans la vie, notamment Shobham, c'est de regarder ce qui se passe sur Snow Globe. Snow Globe, c'est une immense bulle de verre dans laquelle il y a une ville immense, dans laquelle vivent des gens qui sont plutôt privilégiés, puisqu'il y fait bon.
Vous pouvez mettre du soleil si vous voulez, de la pluie, enfin vous réglez comme vous voulez. Enfin, il y a des gens qui décident, hein, bien sûr, mais voilà, il fait bon et après, il change la couleur du ciel s'il veut. Enfin, tout est fait pour le bonheur de ces gens. Ils ont accès aux soins médicaux, à tout le confort matériel, donc c'est génial. Le seul problème, voilà, le prix à payer, c'est que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont filmés et leur vie est retranscrite voilà, auprès du public de l'extérieur. Donc voilà, il y a une critique quand même de la télé-réalité, ça c'est clair et net. Voilà, il y a un côté Truman Show aussi, même si là les gens savent qu'ils sont filmés. Et bien sûr, tous les gens de l'extérieur, quelque part, ne vivent que pour ça. C'est leur seul divertissement dans la vie. Et notamment, l'électricité qu'ils produisent sert à alimenter Snow Globe. Voilà. Donc, c'est un petit peu étrange, hein, parce qu'ils travaillent voilà, pour produire leur propre divertissement. Mais clairement, on a une critique de la société de consommation actuelle et de la télé-réalité et de ses dérives. Mais voilà, on peut comprendre aussi que c'est leur seul moyen de s'échapper. Shoban, alors, il y a des acteurs, il y en a qui sont nés dans le globe, il y en a qui sont pris de l'extérieur. Donc Shoban, son rêve, ce serait de devenir réalisatrice, puisqu'il y a des shows, des séries qui sont créées voilà, pour les montrer à tous les téléspectateurs. Voilà, et elle aimerait pas devenir actrice, mais réalisatrice. Elle est d'ailleurs fan, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, son nom n'est pas redonné. Elle est fan d'une jeune actrice qui lui ressemble fortement. Elle a su, cette actrice est née sous le globe. Hein. Sa mère et sa grand-mère vivaient sous le globe. Elle est née là, donc depuis qu'elle est née, depuis bébé, elle a toujours été suivie par les caméras. Voilà, il y a plusieurs séries. Alors c'est pareil. Si du jour, on voit, c'est assez cruel parce que du jour au lendemain, si la série ou l'émission dans laquelle vous apparaissez n'est plus à la mode, on ne sait pas trop ce que deviennent les acteurs ou les réalisateurs qui sont mis au rencard. Il y en a qui ont une belle retraite, d'autres pas. On a d'ailleurs un moment, Shoban rencontre une ancienne actrice dont la série marchait très très bien. Je ne vous dis pas quel genre de série c'était, c'est à découvrir. Mais une fois revenue dans le monde extérieur, alors déjà, elle se retrouve dans ce monde très froid, puis surtout, elle est détestée parce que, bon, vu ce qu'elle faisait pour cette série, elle ne peut être que détestée, mais on sent bien que c'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire, d'un côté, soit vous vivez dans un monde complètement gelé, où vous travaillez comme un forcené, soit vous avez tout le confort voilà, que vous offre Snow Globe. Comment résister? Et Shoban, c'est vrai que son rêve, ce serait de devenir réalisatrice. Et un jour, elle est contactée par une réalisatrice très connue qui s'occupait justement de l'émission de cette actrice à laquelle elle ressemble. Et elle lui dit, eh ben, j'ai besoin de toi parce que cette actrice, dont je ne retrouve pas le nom, s'est suicidée. Alors, Shoban hésite au début quand même, puis elle veut être réalisatrice, pas actrice, mais l'autre lui propose après d'essayer de lui créer un tremplin pour qu'elle devienne réalisatrice, mais elle a besoin vraiment qu'elle cache son identité, qu'elle prenne la place de cette actrice à laquelle elle ressemble. On se dit déjà, alors déjà le truc de filmer les gens, alors déjà cette coupure entre ceux qui vivent sous le globe, qui sont privilégiés, mais qui en même temps sont filmés tout le temps, c'est pas très éthique, très moral, et puis ça sert à divertir les foules en même temps. En même temps, on se dit, cette jeune fille qui se suicide alors qu'elle avait tout pour elle, ça sent pas bon. On se dit, dans quoi est-ce qu'elle met les pieds? Et effectivement, alors c'est un monde incroyable quand elle y arrive parce que elle a voilà, une demeure magnifique, une chambre magnifique, elle a une famille. Bon, évidemment, vous vous doutez que les rapports avec la famille sont un peu compliqués vu que leur vraie fille et petite fille s'est suicidée. Mais voilà, c'est un peu compliqué, mais il faut faire bonne mesure devant la caméra. Et surtout, personne ne doit savoir qu'elle s'est suicidée et que c'est Shoban qui la remplace. Du maquillage, des fêtes où vous mangez, buvez, tout ce que vous voulez. Et puis vite, Shoban va se rendre compte, donc elle va aller dans des lieux où elle n'aurait pas dû aller. Elle va explorer un petit peu l'autre côté du miroir, on peut dire l'autre côté enfin l'envers du décor, et elle va découvrir des choses et on va aller de révélation en révélation. On se doute bien que voilà, il y a quelque chose de pourri sous ce globe. Et vraiment, les découvertes qu'elle fait sont vraiment bien,
bien mise au bon endroit pour vous rendre le roman très addictif, très prenant, haletant, et à chaque fois on a envie d'en savoir plus. On se dit mais qu'est-ce qu'elle va découvrir d'autre, parce que puis pourquoi cette jeune actrice s'est suicidée, c'est la question qu'on se pose. Mais pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussée à se suicider? Alors c'est vrai que vivre tout le temps sous le regard des caméras, en même temps c'est pas une vie non plus, mais on se doute qu'il y a d'autres choses aussi qui entrent en jeu. Et vraiment c'était addictif, c'était très prenant. Voilà, c'est vrai que c'est décrit comme un page turner, mais pour le coup, c'est bien un page turner. C'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup la couverture, là, comme ça, ça fait très de saison, je trouve, avec le côté froid, puis ces cassures, ces fêlures. Alors, le titre original, je crois que c'était Snowball, donc boule de neige. Ils l'ont traduit en Snow Globe, mais en même temps, enfin, Snowball. Là, au Snow Globe, tout le monde traduit en... C'est le nom de la ville, en plus, donc... Peut-être qu'en coréen, c'est... Bon, je ne sais pas trop, mais bon, peu importe. Je sais qu'il y a des gens que ça a un petit peu perturbé, mais bon, moi, ça ne m'a pas gêné. Mais en tout cas, ouais, un très bon page turner, vraiment très prenant. J'ai beaucoup aimé. Si vous cherchez voilà, une lecture prenante, addictive, haletante, sans trop de complications non plus, vraiment, je vous le conseille. Ça se lit très bien. Là, du coup, il y a 18,95 €, comme c'est considéré young adulte. Bon, c'est vrai que c'est écrit assez grand, mais bon, c'est sympa. Ça a vraiment été une bonne lecture. Je ne sais pas quand sortira le tome 2. Je ne sais pas du tout si c'est déjà sorti en coréen, d'ailleurs. Enfin, en Corée, plutôt. À voir. Mais en tout cas, je lirai la suite sans souci, parce que c'était vraiment très, très prenant. Je vais peut-être vous laisser ici parce que j'ai passé les 30 minutes. J'avais encore sorti un livre, mais bon, je vais pas trop vous assommer non plus d'avis. Si je vois que je prends trop de retard, je ferai peut-être des vidéos plus longues en lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, s'il y en a qui vous tentent, ou si vous voulez plus de précision sur les livres. C'est vrai que j'ai pas toujours le temps de remettre les titres, les noms d'auteurs en dessous de la vidéo, mais n'hésitez pas à me demander, je vous redonnerai le titre, le nom de l'auteur, il y a aucun souci. Voilà, les commentaires, c'est fait pour ça aussi. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit emoji. Je sais que ça se fait beaucoup, hein. N'hésitez pas à mettre un petit emoji. C'est vrai que ça permet, je pense, de mettre plus de visibilité sur la chaîne. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji hiver pour le dernier, là, pour Snow Globe. Soit un petit emoji glaçon, ou un souffle froid. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir, en plus, de voir que voilà, il y a de plus en plus de participation sous la vidéo. C'est toujours un grand plaisir, et je vous remercie encore une fois d'être là, de m'accompagner depuis 3 ans maintenant, pour certains, pas pour tout le monde. Même si quand je me dis la qualité des vidéos, les premières vidéos, des fois je me demande si je vais pas les effacer. C'est la grosse cata, mais bon, j'ai appris petit à petit aussi à me servir voilà, de différents outils. Bon, voilà, ça peut aller qu'en s'améliorant, on espère. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous lisez en ce moment. Moi, j'en ai parlé en reading vlog, mais vous l'aurez peut-être après le reading vlog. Je viens juste de finir Strange Pictures de Uketsu. C'est ma première pépite de l'année 2025. Clairement, cette lecture elle va me rester marquée, parce que j'ai eu des frissons tout au long de ma lecture que je n'ai pas réussi à arrêter. Il a fallu que je le lise d'une traite. C'était trop, mais vraiment trop prenant. Mais je vous en reparlerai aussi davantage dans un point lecture. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, portez-vous bien. Bye bye!